Voilà ma deuxième vidéo sur la mise en œuvre d'une CTA pour un groupe scolaire, pour une école ici, un bâtiment scolaire, en environnement Cinco 700 KNX. Alors ces vidéos, je sais qu'elles concernent un public assez restreint, du coup n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire les quelques auditeurs que je remercie, téléspectateurs ou youtubeurs que je remercie. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi éventuellement ce que vous voudriez voir, et puis si le format des vidéos vous convient, enfin tout commentaire, toute critique est la bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais voir un petit peu les principes de deux éléments, on va voir le fonctionnement à pression constante et voir l'intérêt du volet de mélange. On va regarder donc ces principes, on va regarder aussi un tout petit peu le matériel, le choix de la sonde de qualité d'air, et on verra rapidement la configuration ETS-ACS qu'il faut faire, et je termine par les essais du groupe scolaire. Alors je présente à nouveau rapidement mon installation. On a donc ici une CTA double flux. Alors le volet d'air de mélange n'est pas représenté parce que c'est pas ce que je veux montrer dans cette diapo. Là, je veux montrer un petit peu comment est-ce qu'on gère les salles. Donc ici, je représente 4 salles. En réalité, on en a une petite quinzaine. Alors, le RMU, lui, il sert à gérer l'ensemble de la CTA, la batterie chaude, le récupérateur de chaleur, le volet de mélange et les ventilateurs, en particulier en pression constante. Donc, en créant soit une surpression, soit une dépression qui est régulée le long des réseaux. Dans chaque salle, on a installé des sondes de type QMX3 avec CO2, humidité, température. Et donc, on va utiliser les sondes CO2 locales dans chaque pièce pour gérer donc la qualité de l'air des salles. Tout ça, c'est relié en réseau KNX, évidemment, et on a donc une surveillance du taux de CO2 par salle. Ce taux de CO2, donc, il va être surveillé et lorsque le taux dans une salle dépasse 800 ppm, on va démarrer la CTA. Alors du coup, on a besoin de rajouter un petit bloc logique, deux possibilités, ramener toutes les salles sur le RMU, il y a des blocs logiques. Là, on aurait surutilisé les blocs logiques, c'est pas vraiment fait pour ça, on aurait utilisé plein d'entrées de la CTA, du RMU, c'était pas vraiment l'objectif. Donc j'ai utilisé un bloc logique qui me donne plein de possibilités. Il y a mieux sans doute, là, oui, je suis preneur là, éventuellement de matériel intéressant. J'ai utilisé le Schneider module logique dans la série REC-K. Voilà, c'est bien, mais sans plus, sans plus. Voilà, donc la sortie du bloc logique va mettre en marche ma CTA. On a nos clapettes tout peu qui permettent d'avoir deux débits, donc un débit niveau 1, inoccupé on va dire, réglé à 50 mètres cubes heure pour une salle, et un débit niveau 2 réglé à 500 mètres cubes heure pour une salle. Donc ça permet de réguler les débits de chaque salle. Et ces clapets, il faut bien les mettre en marche. Donc quand ils sont en marche, soit ici, à plein débit, on a un débit important, et quand ils sont à petit débit, voilà, je crois que le schéma est assez clair. Et donc, j'utilise un actionneur, ici, Teben, pareil, peut-être un petit peu gros. Au début, j'avais utilisé des petits relais commandés par les régulateurs terminaux, puisqu'on a une sortie 24 volts sur les régulateurs terminaux qui servent normalement à commander un peu une vanne, voilà, j'en avais une de disponible. Bon, ça faisait bricolage, et en termes de pérennité du système, j'ai préféré mettre des petits actionneurs, voilà. Voilà, je crois que l'installation, là, elle est présentée dans son ensemble, donc on va regarder un petit peu tout ça, comment ça peut se mettre en œuvre. Ah oui, j'ai oublié de dire, si on dépasse 1000 ppm dans une salle, à ce moment-là, on active le clapet qui correspond. Voilà. Alors, je reviens sur le schéma plus précis de la CTA tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on va regarder dans cette vidéo? On va regarder donc la régulation de pression ici, donc du ventilateur de soufflage et du ventilateur de reprise. Donc, on va regarder très rapidement ces deux régulations de pression, et puis la partie qualité de l'air, puisqu'une CTA, ça sert quand même à gérer la qualité de l'air, donc avec un volet d'air de mélange, et il faudra donc
regarder un petit peu comment est-ce qu'on gère notre qualité de l'air au niveau du RMU. Et puis le volet d'air de mélange, il permet aussi de faire une gestion de l'énergie. Voilà, ils appellent ça CEM, commutation d'économie maximum. Et il nous faut aussi donc la température de l'air repris et le CO2, on verra tout ça. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors commençons par présenter le fonctionnement de l'installation tel qu'il est imaginé. Alors imaginons, voilà, il y a notre salle, elle est inoccupée, on a 500 ppm partout, et puis il y a quelques personnes qui arrivent dans une salle, qui font monter un petit peu le taux de CO2, qui passe à 850 ppm par exemple, hein. Donc on a dépassé le seuil des 800 ppm, et donc ici, notre fonction logique va détecter ça et va forcer donc le mode confort de la CTA en la mettant en marche. Donc à ce moment-là, on va avoir les régulations de pression des deux ventilateurs qui vont se mettre en marche, une dépression créée sur la reprise et une surpression créée sur le soufflage. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir donc un débit. Alors ici, tous les clapets sont en position petit débit, débit 1, hein, et voilà, donc on a du coup un petit peu de ventilation dans l'ensemble des salles, on peut pas faire autrement, hein, voilà. On continue, bon, imaginons qu'il y ait une classe qui soit remplie, et donc là, le taux de CO2, il va s'envoler, ça monte assez vite, le taux de CO2 dans une salle, on dépasse les 1200 ppm, et à ce moment-là, on va avoir, donc, comme c'est supérieur à 1000 ppm, ici, on va envoyer l'ordre à notre actionneur d'ouvrir les deux clapets ici, et donc d'augmenter les débits à 500 mètres cubeurs dans cette salle, et donc cette salle qui est fortement occupée se trouve très ventilée. La salle ici qui est faiblement occupée se trouve un petit peu ventilée. Les autres salles qui sont inoccupées sont elles aussi un petit peu ventilées. Voilà, et je vois, il n'y a pas d'autre façon à faire sauf à mettre des clapets tout ou rien. Et ça me paraissait pas, je trouvais que l'économie était pas forcément intéressante. Un bâtiment, il faut quand même lui assurer un minimum de ventilation. Voilà. Alors, comment on va faire ça là? Déjà, on va regarder la marche arrêt de la CTA. On va gérer ça par le régime d'ambiance. Première chose, on va utiliser une sortie relais pour signaler sur l'armoire qu'on est en mode confort, hein, que la CTA fonctionne. J'utilise, pour arrêter la CTA, j'utilise en fait l'entrée vacances manuelle. Donc ça, c'est en entrée de l'armoire. En fait, j'ai une position arrêt auto marche. La position arrêt met la CTA en mode hors-gel, et la position marche met la CTA en mode confort, et la position auto laisse le système se gérer tout seul. Donc du coup, j'ai deux autres entrées. J'ai mon entrée en mode S qui est donc la sortie de mon module logique, hein, qui doit mettre en marche ma CTA, et j'ai ma commande manuelle locale qui est la commande marche, hein, qui doit forcer là aussi ma CTA en mode confort. Donc du coup, il faut que j'utilise une des fonctions logiques du RMU. Donc je vais utiliser deux entrées que je vais mettre ici avec un OU, et puis la sortie, je vais l'envoyer à ce niveau-là sur le forçage de régime. Donc qui sera soit forcé en confort, soit laissé en mode auto lorsque cette entrée passe à 1, confort forcé lorsqu'elle est à 0, mode automatique. Voilà. Donc rien de très compliqué là-dedans, juste dans ACS, on voit bien hein, l'entrée de régime d'ambiance sur la sortie du module logique. Donc ici, j'ai utilisé le module logique 2, l'entrée vacances et la sortie du mode de sélection du relais 1 qu'il faudra configurer pour s'allumer lorsqu'on est en mode confort. Au niveau d'ETS, donc, il faut activer la sortie donc A5.X7, donc qui doit recevoir en KNX sa valeur. C'est un digital. Voilà, donc là, rien de très compliqué. Et puis, on va créer une petite adresse de groupe, hein, ici, sur lequel je vais mettre la sortie de mon module logique, donc le module RECK, et je vais relier ça avec mon entrée du RMU 730. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de très compliqué à tout ça, c'est vraiment du ETS ACS de base. Alors un petit mot sur la configuration de ma sonde. Donc ici j'ai l'ensemble de mes sondes qui sont utilisées.
On a 3 niveaux de commutation avec hystérésis. Donc j'ai fixé l'hystérésis à 200 ppm, ce qui veut dire que je vais enclencher à 900 et déclencher à 700. Donc le 200, il est fixé autour de la valeur limite. Je vais enclencher à 1100, déclencher à 900. Voilà, pour les deux valeurs que j'utilise, puisque j'utilise le déclenchement niveau 1 pour mettre en marche la CTA et le déclenchement niveau 2 pour activer le clapet tout peu dans la salle. Et donc après, tout simplement, on crée des petits liens entre l'objet logique. Donc là, le niveau 1 va être envoyé sur une des entrées de mon module logique. Rien de compliqué là-dedans. Un petit mot rapide sur la configuration du module RECK. Alors c'est vrai que des fois on le néglige un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe au moment après retour de la tension bus. Comme on a de la logique mais ça fonctionne en télégramme, en réalité c'est le dernier télégramme reçu qui fait la valeur de l'entrée. Et si on fait pas attention à ça, j'ai une fonction OU, si jamais j'ai un 1 qui se balade ici, ma CTA elle va rester en marche aussi longtemps que cette valeur 1 ne sera pas effacée par un autre fonctionnement. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Donc bien regarder quand on remet en marche, on part de 0 pour moi parce que l'école est inoccupée et elle sera bien inoccupée à un moment donné. Donc là c'est un choix, on va dire, en termes d'économie d'énergie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'ai dû chaîner 2 blocs, puisque chaque bloc peut prendre 8 entrées sur chaque bloc logique, donc je peux activer jusqu'à 8 entrées. Comme au total j'ai 12 sondes, j'ai dû utiliser 2 blocs que j'ai chaînés. Ici j'ai mis une liaison interne. Voilà, donc l'entrée 1 est utilisée par la liaison interne, et là j'ai les 8, et puis j'en ai 4 autres en dessous, 5 avec l'entrée 1. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, c'est comment est-ce que je vais commander donc ma sonde QMX, son niveau 2, qu'on voit ici, qui va donc activer une entrée de l'actionneur ici que j'ai utilisé. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vois pas trop ce que j'ai à en dire aussi, si ce n'est que l'actionneur là, c'est pas un T-Benz, c'est un Siemens, mais c'est pas très important. Et ça va commander donc notre clapet en position 2. Voilà. Si la petite chose que j'ai mis une tempo de 30 minutes. C'est-à-dire qu'on reste ouvert 30 minutes plus longtemps, voilà. Alors, regardons un petit peu la pression constante, juste pour dire un petit peu comment ça se met en œuvre. Donc, dans ACS, on a 2 blocs, soufflage et reprise, pour les 2 ventilateurs. Donc, une première sortie tout ou rien pour mettre sous tension mon variateur. Et une deuxième sortie pour envoyer la partie analogique. Alors, je dis une bêtise. La première, les variateurs sont toujours en marche. Ça, c'est l'entrée du variateur marche. Et ça, c'est la sortie NY2, qui est la sortie analogique de commande en vitesse du ventilateur, donc qui va aller à ce niveau-là. On va récupérer la pression donc sur une entrée. Donc les sondes de pression, je les ai choisies à 200 pascal, je crois, d'amplitude. Et voilà. J'aurais peut-être pu dire un petit mot en me disant ça. Je me dis j'aurais peut-être pu dire un petit mot sur le choix des sondes de pression. Bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Mais bon, voilà, j'ai choisi mes sondes de pression et on envoie ça sur le delta P. Bon, rien d'autre à dire. On fait pareil sur le deuxième bloc. On récupère la pression, on envoie et ça marche. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai 2 entrées de défaut, donc les variateurs des moteurs, c'est des moteurs avec variateur intégré, des ventilateurs avec variateur intégré. Il n'y a pas énormément de choses. Voilà, ça marche très très bien. Jusqu'à maintenant, mes ventilateurs se sont pas mis en défaut. Ça fait 10 ans que ça tourne. Voilà. Donc ça, c'est les défauts des ventilateurs. Voilà un petit schéma explicatif de la partie régulation de pression. Alors le choix de la pression, on va aller voir la doc du clapet tout peu, donc ils sont bien bidébit, et on m'explique qu'en gros ça fonctionne entre 50 et 250 pascal pour le débit mini, et entre 60 et 250 pascal pour le débit maxi. Alors la question effectivement c'est à quelle pression, quelle consigne de pression je vais me mettre.
Alors, je regrette éventuellement un petit peu qu'ici, Siemens ne nous permette pas d'élaborer finalement une consigne de pression qui dépendrait de la vitesse du ventilateur. C'était peut-être un petit peu compliqué parce que finalement, plus le ventilateur tourne, plus il y a de perte de charge et plus pour que les clapets fonctionnent bien à l'autre bout de la chaîne, il faudrait monter un peu en pression. Bon, j'ai mis une valeur de 180. En fait, quand on fait ça, eh ben, il faut se placer dans le cas le plus défavorable. Il faut mettre tous ces clapets en marche et aller voir donc à celui qui est le plus éloigné de la CTA si on a bien au minimum 50 pascal à l'entrée du clapet pour vérifier qu'il peut donc assurer une régulation de son débit. Voilà, ça c'est la mise en œuvre qui doit être faite comme ça. C'est pas très compliqué, hein, un petit mesureur de pression ou de dépression pour les deux clapets, voilà. Et 180, bah, c'est inférieur à 250, donc on voit pas trop comment on aurait plus que 250. Ensuite, le choix de la bande proportionnelle et de la constante d'intégration, bah, je reviendrai là-dessus peut-être. Je cherche pas des régulations hyper performantes ici, je cherche surtout la stabilité, donc j'ai une bande proportionnelle qui est très large et j'ai une constante de régulation qui est aussi assez élevée, donc la régulation elle est tranquille. Voilà, on a le temps de réagir, la minute, 5 minutes ici en régulation en termes intégral, c'est bien. Quelques essais, l'a dit. Enfin, il faut surveiller un petit peu ce qui se passe pour vérifier que c'est pas trop lent non plus. Hein. Et une vitesse minimale fixée à 35%. Bah, si on met la CTA en marche, il faut quand même. Ça permet en fait de démarrer sur une vitesse minimum qui correspond finalement à l'ensemble des clapets. C'est 35%. Voilà, quand ils sont fermés. Hein. Donc ça c'est pareil, ça peut s'obtenir avec un essai. Voilà. Que dire de plus? On va passer à la qualité de l'air, donc le choix de la sonde de qualité d'air, donc sur la reprise. Donc on a déjà des sondes de qualité d'air dans chaque salle, mais on a aussi un volet de reprise, donc il faut que ce volet de reprise il soit géré en fonction de la qualité de l'air. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On est ici sur la reprise. Si je regarde les sondes qui sont proposées par Siemens, donc celles qui permettent de mesurer du CO2, en voilà toute une série. Alors, est-ce que je veux l'affichage des mesures? Ben non. Puis ça vole très vite en termes de prix. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a celle-là éventuellement qui m'intéresse pas mal parce que elle est en CO2 et en COV. Donc les composés organiques volatiles, c'est un peu les mauvaises odeurs. Donc ça permet d'être finalement un peu plus sévère que juste le CO2. Et comme c'est la reprise totale et qu'on a déjà des sondes de CO2 dans la classe, ben moi j'ai voulu quand même d'être assez safe quelque part en qualité de l'air au niveau de la CTA. Sinon, ben on peut aller vers cette sonde-là qui va me donner à la fois le CO2 et la température. Donc comme j'ai besoin des deux, elle est intéressante. Voilà. Après, les autres sondes. Là, j'ai pas le CO2, j'ai que les COV. Alors, je sais pas trop là. Ça m'embêtait un petit peu. Ici, j'ai l'affichage en plus. L'affichage, il coûte cher pour pas grand chose, je trouve, sachant qu'on peut le voir sur le régulateur qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, oui. Et puis après, c'est de l'affichage. Bon, je vois pas très bien. Le taux d'humidité est sans intérêt pour moi. Voilà, on a des valeurs qui sont de 380 ou 424 euros. Et moi, j'ai pris cette sonde-là. J'ai pris cette sonde et j'ai rajouté une petite sonde de gaine pour avoir la température. Cette sonde de qualité d'air, elle va commander notre volet avec quelque chose qui est assez simple finalement. On a une valeur initiale et puis on a une bande proportionnelle. Et quand on est au bout de cette bande proportionnelle, on est à 100%. Alors, quelles sont les valeurs qu'on va mettre? Les réglages, ils sont ici à 1000 et 1400, c'est-à-dire qu'à 1000 on ouvre et à 1400, non, moi je veux quand même injecter de l'air de bonne qualité, donc dès que j'ai de l'air un petit peu vicié, entre 600 et 800 ppm, à 800 ppm d'extraction, je suis en tout air neuf. Là, pareil, je veux quand même gérer la qualité de l'air. Alors, c'est vrai que j'avais descendu ces valeurs, j'étais peut-être à 800 000 avant, 800 et 1000, pas 800 000. Et puis après le Covid, voilà.
J'ai descendu un petit peu ces valeurs par rapport à ça. Donc, bah voilà, les valeurs qui correspondent, qui doivent être réglées dans notre régulateur. On a également les consignes de qualité d'air en pré-confort ou en confort. Bon, ben on s'en sert pas, donc je désactive, on sait jamais, pour éviter d'avoir des mises en marche voilà, inutiles de la CTA. Alors la partie volet d'air de mélange, donc la commutation à l'économie maximum, l'idée c'est de prendre de l'air neuf ou de garder l'air pour économiser l'énergie en respectant la qualité de l'air. Donc la qualité de l'air est prioritaire. Et voilà. Mais si on est sur une qualité de l'air inférieure, si par exemple il fait très chaud et que dehors il fait frais dedans, eh ben on va garder, il fait frais dedans, pardon, on va garder sa fraîcheur intérieure tant qu'il est de bonne qualité. Hein. La qualité de l'air est prioritaire. S'il fait froid dehors et chaud dedans, eh ben on va garder sa chaleur tant qu'il est de bonne qualité. Et s'il fait froid dehors, par exemple, et très chaud dedans ou très chaud dehors et froid dedans, et ben à ce moment-là, on va prendre de l'air neuf pour rafraîchir ou réchauffer. Donc, vous voyez, là, on a finalement une stratégie qui se met en place et qui va devoir évaluer, en gros, est-ce que dehors, il fait... en gros, est-ce que je peux faire rentrer un peu de frais parce que la température intérieure est chaude. On peut trouver ça le matin, par exemple. On peut trouver ça s'il y a des changements de temps. À ce moment-là, il va dire tant pis, la qualité de l'air est bonne, mais la qualité de l'air intérieur est bonne, mais je vais quand même prendre de l'air à l'extérieur. Et puis, ça marche plus ou moins en été. Le matin, quand on ventile, il vaut mieux garder sa fraîcheur. Donc, il essaiera, encore une fois, tant que la qualité de l'air le permet, de garder la fraîcheur du bâtiment le plus possible. Sachant qu'en niveau 2, on a le récupérateur de chaleur qui fait ça aussi. Hein. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, comment est-ce qu'on met ça en œuvre ? Alors, on va utiliser notre commande de volet. Alors, je réexplique rapidement comment ça marche. Hein. Là, c'est le tout air neuf. Hein. L'air neuf arrive, il est éjecté, il est repris, etc. Et à l'opposé, on a une circulation en circuit fermé. Lorsque nos clapets, ici, ils sont fermés sur l'arrivée sur l'extraction, pardon, et sur l'air neuf, et le volet de mélange est ouvert à fond, et on a toutes les valeurs intermédiaires qui permettent de faire du mélange. Alors, voilà, ça c'est le schéma de Siemens qui nous propose la mise en œuvre. Donc le volet va être commandé par une sortie analogique. Ici, il y a 3 moteurs, mais ça peut être un moteur avec des liaisons par engrenage ou courroie sur les autres volets. On a besoin de la température extérieure et de la température de reprise pour savoir où est-ce que c'est intéressant ce que je vais reprendre. Hein. Donc j'ai besoin de à la fois savoir à combien je dois souffler, ça le régulateur le sait, qu'est-ce que j'ai à l'extérieur et qu'est-ce que je reprends pour voir où est-ce que j'ai le plus intéressant comme énergie disponible. Énergie au sens large, hein, énergie pour refroidir ou énergie pour réchauffer évidemment, en fonction de mes besoins. Donc voilà, on a les 2 modes qu'on va prendre, puisque finalement, ce volet, il va être géré aussi par une sortie S1 du régulateur. Donc c'est sa première façon d'essayer de réguler la température de soufflage, c'est aussi d'agir sur ce volet, encore une fois, au niveau de sa commutation d'énergie maximum. Alors la sortie, on branche ça sur notre moteur, hein, qui commande ici les 3 registres. On va renvoyer l'air neuf. Alors en fait, nous, c'est pas dans la gaine d'air neuf, hein, c'est une sonde de température extérieure KNX qui nous donne ça. On va l'envoyer, donc là, c'est la doc Siemens qui nous dit d'envoyer ça sur l'entrée 1 du commutateur d'économie maximum. On va récupérer ici notre sonde de température qu'on va envoyer, donc notre sonde de qualité d'air, pardon, à une boulette. Là, non, c'est la sonde de température. Ici, c'est la sonde de température que j'envoie sur l'entrée 2. Je suis désolé, la sonde de qualité d'air, on l'a déjà gérée. Et ici, ma sortie S1. Donc, je reviendrai ici sur S1, S2, S3, comment ça marche quand je verrai comment on gère la batterie chaude, le récupérateur de chaleur ici et le volet, et puis un petit peu comment ça marche là. C'est intéressant. Voilà, ici, donc ma sortie S1 qui va être utilisée sur mon volet pour gérer ça. Sachant que le volet, ici, il prend aussi son information de la qualité d'air. En ayant priorité 1, la qualité d'air, priorité 2, la séquence S1,
pour essayer de gérer ça en premier niveau de commande de régulation de température. Alors on regarde un petit peu les essais, voilà un petit peu les taux de CO2 relevés dans une classe. Et ben on voit un petit peu, bah là les gamins ils arrivent, on déclenche à 1000, donc ça crée quelques perturbations. Alors c'est amusant parce que le CO2 se stratifie un peu, et quand le ventilateur se met en marche, donc ça dépend où le ventilateur, la sortie d'air ou la reprise d'air se situe par rapport à la sonde, mais on a de brutales variations du taux de CO2 au moment où les clapets s'ouvrent en fait, hein, et pourtant il n'y a pas un soufflage monstrueux, mais il faut bien voir, j'ai vu ça dans plusieurs salles, donc au moment où ça déclenche, on a ce genre de choses là. Bon bah après voilà, la récréation, on revient, voilà, on part à la pause de midi, on revient dans l'après-midi un petit peu, et puis il y a peut-être l'étude surveillée. Non, là il y a peut-être une partie étude surveillée, je ne sais pas, ou quelqu'un qui revient, voilà. Hein, et donc on a ici notre seuil à 1000 ppm qui gère l'enclenchement et le déclenchement. Donc on déclenche un petit peu en dessous, on enclenche, hein, etc. Il y a l'hystérésis de 200 ppm, je vous le rappelle. Ici, par exemple, une autre classe, hein, où visiblement on était là le matin, mais on n'était pas là l'après-midi, donc on a peut-être été faire du sport. On est juste revenu ici à la fin, où on est remonté autour de 1000 ppm. Hein, on démarre toujours autour de 450. Hein, voilà. Alors, au niveau de la CTA, comment ça se passe? Eh bien, on voit ici hein, en vert donc la qualité de l'air sur cette échelle et la position du volet de mélange. Ici, bah voilà, la qualité de l'air monte brutalement. Donc ici, on passe rapidement en tout air neuf. Autour de la pause méridienne, on redescend un petit peu. Ici, bon bah voilà, ça, les classes se ferment. On a des choses qui sont pas linéaires en fait. Hein. Ça redescend tranquillement. On va jusqu'à s'arrêter. On le verra. Je sais plus si on s'arrête. En tout cas, on revient puisqu'on est ici, oui, on est autour des 600 ppm. Et puis, bah voilà, on voit à peu près les horaires. Hein. Donc, on sait quand est-ce qu'ils arrivent, on sait quand est-ce qu'ils prennent la pause de 10 heures, on sait quasiment combien de temps dure la pause. Les gamins reviennent. Alors après, ils ont tous des récréations décalées. Donc, ça fait que la partie pendant laquelle ça reste faible, voilà. Hein, parce que après il y a les départs à la cantine, etc. Il y a l'utilisation du périscolaire pour récupérer les gamins. Donc forcément, dans cette zone-là, c'est compliqué. Et puis après, bah, ça reprend, la pause l'après-midi, la fin des cours, les études surveillées. Voilà. Alors si on regarde les vitesses des ventilateurs qu'on superpose, alors on va voir un petit truc là. Effectivement, ça démarre le matin. Ça, c'est fait exprès. Ça, c'est voulu parce que, en fait, on ne bénéficiera pas du rafraîchissement nocturne si on n'a pas un démarrage de la CTA le matin. Lui, pour faire son rafraîchissement nocturne, dans son mode de fonctionnement, il se dit est-ce que le lendemain matin, je passe en mode confort? Donc c'est un truc qui nous coûte rien, quasiment en énergie, juste la mise en marche des ventilateurs pendant une demi-heure ou une heure, je sais plus ce que j'ai mis. Et donc les ventilateurs se mettent un petit peu en marche. Bon, au final, ça brasse un peu l'air dans l'école, c'est pas plus mal. Et après, ça s'arrête et ça attend donc un déclenchement lié au taux de CO2 dans une des classes. Et donc là, ça démarre. Et on voit que il y a toute une partie où le clapet d'air neuf n'est pas encore passé à 100%. Et puis voilà. Alors on a un décalage entre le soufflage et la reprise. Alors ça, c'est normal, c'est lié à la pression constante. Et c'est lié, vous voyez, on a la reprise qui est un petit peu plus fort que le soufflage. C'est lié au fait que le soufflage, il doit... pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, parce que le soufflage... oui, je me reprends. La reprise, elle doit aussi prendre l'air qui est extrait par le ventilateur d'extraction des sanitaires. D'où la différence des deux. Voilà. Parce que voilà, les débits sont déséquilibrés en fait dans la CTA. Le bâtiment n'est pas à 100% étanche, mais le fait qu'on ait à peu près 1000 mètres cubes heure pour les sanitaires, on a ici l'écart entre reprise et soufflage. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre?
Oui, c'est ça. Le soufflage est facilité en fait parce que le débit, l'extracteur des sanitaires crée lui-même sa dépression. Donc voilà, le soufflage est facilité. Que dire de plus? Ici, je vous ai mis les classes, le nombre de classes actives. Et donc, on voit bien que il y a une montée donc en vitesse en fonction du nombre de classes qui ont dit qu'elles demandaient la ventilation. Donc, on voit que ça marche bien en fait en termes d'adaptation des ventilations par rapport aux besoins de la classe, des classes et de l'école. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je suis assez satisfait du fonctionnement puisque on gère les qualités de l'air dans les classes correctement. Il y a un seul truc qui est pas très bien fait, c'est malheureusement l'installation à la base n'a pas été correctement réalisée et les débits de ventilation dans les classes sont un petit peu insuffisants. Ils sont plutôt autour des 350-400 mètres cubes heure au lieu d'être autour des 400-500. Alors ça, c'est des réseaux aéroliques qui ont été faits. Alors je ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas si ça vous intéresse, sur le suivi de chantier. Moi, je remarque que franchement, il faut être derrière les gars qui font ça parce que entre les contraintes de l'architecte qui donne des faux plafonds qui sont un peu trop contraints pour gagner de l'espace, etc. Et puis les lots techniques qui derrière s'adaptent comme ils peuvent, voilà. Et finalement, quand ça c'est mal fait, c'est à vie quoi. À vie parce que déposer les réseaux aéroliques pour remettre donc au final moi je me suis rendu compte 5-6 ans après que les diamètres des gaines qui avaient été posés ne sont pas les diamètres qui étaient calculés par le BE et donc du coup ça fait des pertes de charge importantes. Il y a également les bouches là de soufflage et de récupération qui sont pas forcément bien dimensionnées non plus. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on n'a pas forcément les débits attendus. Après, les débits qui sont proposés par élève, je suis pas sûr qu'il faudrait pas mettre un peu plus. Je pense qu'il faudrait peut-être aller autour de 600 mètres cubes heure. Donc là, il y a 2 bouches en soufflage et 2 bouches en récupération par classe. Il aurait peut-être fallu en mettre 3. Après, c'est trop bruyant sur ces 2 bouches. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment des choses maintenant que la qualité de l'air et puis je pense que les problèmes qu'on a eu sanitaires sont finalement assez importants et demandent de bien gérer ça. Voilà, c'est dommage parce que quand c'est mal fait, faudra vivre avec encore pendant 20, 30, 40 ans. Je sais pas combien de temps là, ça fait déjà 10 ans. Moi, je me vois pas lancer des travaux pour remettre tout ça au propre. Et en termes de garantie, tout ça, c'est fini. On peut pas revenir là-dessus tant que la décennale, elle couvre pas ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si la vidéo, vous trouvez qu'elle est pas assez claire, moi, j'ai aucun souci à la refaire et à compléter 2-3 éléments, comme il y a 20, 30, 50 vues là-dessus. Je peux la refaire. Il n'y a pas de souci si vous voulez que je sois plus précis sur certains éléments. En tout cas, merci de m'avoir écouté.